Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Magali Delaveau. Un soir de novembre 2014, Magali Delaveau, une mère de famille sans histoire, ne rentre pas chez elle après son travail. Sa voiture, carbonisée, est retrouvée le lendemain en contrebas d'une petite route. À l'intérieur, son corps complètement calciné. Magali a-t-elle été victime d'un grave accident ? Très vite, les enquêteurs en doutent, car de nombreux éléments relevés sur place ne collent pas. Mais si c'est un meurtre, alors qui aurait pu lui en vouloir au point de la faire disparaître dans les flammes ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Saint-Cierges, sous le Cheylard, un petit village d'Ardèche niché en pleine forêt. Avec ses montagnes et ses rivières, c'est le rendez-vous incontournable des amoureux de la nature. C'est une région d'Ardèche qui est très boisée, on est en hauteur, avec énormément de petites routes où on ne se croise pas bien. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Comme la région est très escarpée, ça va avoir son importance dans l'histoire. On est dans le nord de l'Ardèche. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Dans le petit village de Saint-Cierges, sous le Cheylard, qui est véritablement un hameau. Il y a 200 habitants tout au plus. C'est là que vit Jérôme Faye. Il a 27 ans, il est célibataire et il travaille comme chauffeur de car. Il veut avoir sa maison et s'établir ici. Il partage son temps entre les transports scolaires et les groupes de touristes qui viennent visiter la région. Il est installé là depuis longtemps. Il a une trentaine d'années. Il est installé, je dirais, dans la ville, à son emploi. Et puis, bon, il est volontaire, quoi. Il va pas compter ses heures, il veut être propriétaire. Il se donne du mal pour se construire une vie, quoi. À l'été 2009, la saison bat son plein. Alors que Jérôme fait découvrir les gorges de l'Ardèche à un groupe de randonneurs, il fait la connaissance de Magali Delaveau, une jeune fille originaire de l'Île-Dieu. Immédiatement, il tombe sous le charme. Magali Delaveau, elle rencontre Jérôme Faye en 2009, l'été 2009. Gaspard Cuénan, avocat des parties civiles. Parce qu'elle va en Ardèche pour passer les vacances avec des copines à elle, avec des amis. Et c'est lui qui conduit le bus de tourisme qui les conduit d'un endroit à l'autre de l'Ardèche. Et il se passe quelque chose entre Magali et ce sympathique chauffeur de bus qui travaille dans le coin. C'est une jeune fille très joviale, très... Gaël Tarot, meilleur ami de Magali. Qui aime chanter, qui aime danser, qui aime bien faire la fête. Elle aimait bien rigoler. Pascaline Delaveau, mère de Magali. Facile à vivre, Magali, joyeuse, toujours joyeuse. Jérôme est séduit par cette femme qui ne perd jamais une occasion de s'amuser, comme en témoigne cette vidéo d'une fête familiale. Et il ne souhaite plus qu'une chose, qu'elle reste en Ardèche avec lui. On a dit, c'est le coup de foot, quoi. Il est vraiment tombé amoureux de Magali. Magali était toute contente. Au début, pour Magali, c'est une amourette de vacances qui ne va pas durer. Mais pas pour Jérôme. Lui, il est bien décidé à la conquérir. Alors il s'accroche et il va la voir tous les week-ends pendant des semaines. Et ses efforts vont payer, car finalement, 1 an plus tard, ils s'installent ensemble. Magali Delaveau va quitter tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle a toujours connu, sa famille, pour aller s'installer en Ardèche avec Jérôme Faye, son compagnon, son amour. Ardèche qui est diamétralement opposée de l'Île-Dieu. Donc cette histoire, c'est un peu le conte de fées, c'est un peu l'amour de vacances qui devient finalement l'amour avec un grand A. Le couple est sur un petit nuage. Magali cherche un travail, elle adore les enfants et elle trouve un emploi d'assistante maternelle et de secrétaire chez le médecin du village.
Et tout juste un an après leur rencontre, à l'été 2010, ils commencent à construire de leurs propres mains la maison de leurs rêves. Et ils vont se rapprocher, comme on peut imaginer qu'ils se rapprochent davantage, à chaque nouvelle pierre qu'ils vont mettre, à chaque nouveau mètre carré de cuisine qu'ils vont construire, qu'ils vont installer. Ils vont s'aimer de plus en plus. L'année suivante, Magali est comblée. Elle apprend qu'elle est enceinte. Magali est heureuse. Ça avait l'air d'être un garçon vraiment très sérieux, quoi. Il nous a fait bonne impression, quoi. Ils sont bien en couple, quoi. Ils sont bien. Et très vite, le bébé s'annonçait, quoi. Tout contents. Ils étaient vraiment contents d'attendre leur premier enfant. Elle était heureuse de nous annoncer ça, justement. Céline Delaveau, sœur de Magali. Le fait d'avoir un enfant pour elle, c'était magique, quoi, en fait. On la sentait bien. En novembre 2012, Magali donne naissance à un petit garçon. Le bébé devient vite le centre du monde. Le soleil brille un peu sur ce jeune couple. Il y a la maison qui est terminée maintenant, après beaucoup de travaux. Ils sont installés, l'enfant est né, et la belle famille vient leur rendre visite de temps en temps. En fait, c'est quand même un petit peu la vie idéale pour ce jeune couple. Mais ce bonheur sans nuages ne va pas durer. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014, 15 jours seulement après ce repas de famille, le petit village de Saint-Cierges sous le Cheylard bascule dans l'horreur. À 800 km de là, sur l'île Dieu, le téléphone sonne chez Pascaline, la mère de Magali. Jérôme est mort d'inquiétude. Sa femme est partie garder les enfants du médecin pour qui elle travaille, mais elle n'est pas rentrée. Jérôme m'appelle à minuit et demi en me disant Magali vous a envoyé un message, elle n'est pas rentrée, on la cherche partout. Il me dit alors mon mari dit qu'est-ce qui se passe? Je dis Magali n'est pas rentrée. Alors minuit et demi, je la voyais dans les montagnes. Je dis il y a quelque chose quoi. Enfin, et il a raccroché. Il me dit je vous rappelle dès que j'ai quelque chose. Donc Jérôme multiplie les coups de fil. Après avoir appelé la mère de Magali, il tente de joindre Céline, sa sœur. Les deux femmes sont très proches. Un seul coup, j'entends un téléphone qui sonne. Et là, je regarde mon téléphone portable et je vois plein d'appels en absence de la part de Jérôme. Et je rappelle Jérôme et je dis pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit oui, tu sais pas où est ta sœur? Elle est partie travailler, elle est toujours pas revenue, c'est pas normal. Je commence à paniquer aussi. En fait, je me dis il s'est passé quelque chose de grave. On était loin, puis on pouvait pas aller la chercher. J'aurais fouillé partout. Mais là, je pouvais pas. Personne nous appelait. On n'avait pas de nouvelles, rien. C'est une éternité, quoi. C'est dur d'être loin à ce moment-là, c'est sûr, parce que savoir que sa sœur est partie et on ne sait pas où, ne rien pouvoir faire parce qu'on a à plus de 800 km, on est impuissant. Jérôme, qui l'attend à la maison avec son fils, est de plus en plus inquiet. Alors en pleine nuit, il se rend chez le médecin du village, là où Magali est censée avoir passé la soirée pour garder les enfants. Mais à son arrivée, c'est la douche froide. Le docteur lui dit... Jean-Robert Nguyen Phong, avocat des parties civiles. Deux choses. Première chose, qu'elle n'a pas vu Magali de la soirée. Et la deuxième chose que lui aurait dit le docteur Ponce, c'est qu'il n'a jamais été prévu que Magali vienne travailler et garder l'enfant cette soirée-là. Donc là, Jérôme, surpris, se demande qu'est-ce qui se passe. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Parce que Magali lui avait dit qu'elle était censée travailler, garder les enfants de sa patronne ce soir-là, il commence à se poser des questions. Pourquoi Magali lui a-t-elle dit qu'elle travaillait si ça n'est pas le cas? Pour quelle raison lui aurait-elle menti? Et surtout, pourquoi n'est-elle pas rentrée? Jérôme imagine le pire, alors il prévient les gendarmes. Écoutez, ma femme était censée être chez son employeur, elle ne s'y est jamais trouvée, elle n'est pas rentrée à son domicile.
Je m'inquiète, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un accident sur les routes environnantes? Je panique. Et cette nuit-là, pour tout le monde, elle va être effroyable. Effroyable parce qu'on va la rechercher. Toute la nuit durant. Tout le monde va être mis à contribution. Les gendarmes, les pompiers, les voisins. Et on ne va rien trouver de toute la nuit. Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle a eu un accident de la circulation? Françoise Delran, avocate des parties civiles. Est-ce qu'elle s'est enfuie? Tout est possible. Jérôme, lui, en est convaincu, quelque chose de grave est arrivé à Magali. Ne pas prévenir son mari n'est pas dans ses habitudes. Cette nuit, elle semble s'être volatilisée. Mais alors, que s'est-il passé ? Plus les heures passent et plus le mystère s'épaissit. Les gendarmes lancent les recherches, ils n'ont aucune piste précise, mais la nuit a été pluvieuse et les routes de la région sont dangereuses. Alors ils se demandent si elle n'aurait pas été victime d'un accident de la route. Peut-être est-elle blessée ou coincée quelque part sans pouvoir prévenir les secours. Nous sommes dans une région extrêmement vallonnée, où une voiture peut tomber dans un ravin sans qu'on ne la découvre avant plusieurs jours. Toute la journée, les gendarmes sillonnent les routes bordées de précipices à la recherche de la jeune femme. En vain. Quand soudain, à 15h30, ils reçoivent l'appel d'un homme paniqué. Il est sur un sentier et il vient de faire une découverte effrayante. Il y a un monsieur qui va passer par une toute petite route. Gaspard Cuénan, avocat des parties civiles. De collines sinueuses et forestières à côté du village où vivent le couple et qui va voir un véhicule calciné un peu en contrebas de la route comme s'il était accidenté. Et donc il s'approche et ce qu'il voit quand même c'est une voiture totalement calcinée et donc c'est un petit peu une scène d'horreur, surtout que à l'avant de la voiture très clairement il y a un corps entièrement calciné, un corps humain. Le corps carbonisé n'est pas identifiable en l'état. Les gendarmes se rendent aussitôt sur les lieux à 3 km de la maison de Jérôme et Magali. Une voiture est encastrée dans un arbre et à l'intérieur, les restes d'un corps humain calciné. Par chance, la plaque d'immatriculation est intacte. Ils vont pouvoir retrouver le propriétaire de la voiture. Après vérification, la nouvelle tombe, il s'agit bien de la voiture de Magali. Reste maintenant à la faire parler. Dans un premier temps, les gendarmes s'interrogent sur le corps calciné découvert à l'intérieur. S'agit-il vraiment de Magali ? Vu l'état du cadavre, difficile de l'identifier formellement. Alors, ils vont passer le véhicule au peigne fin pour trouver un indice qui leur permettrait de mettre un nom sur la victime. La gendarmerie va très rapidement s'apercevoir que le corps, on ne peut pas savoir de qui il s'agit, mais on va retrouver dans les décombres ce qui n'a pas brûlé. En l'occurrence, une bague. Enfin, un indice qui n'a pas été détruit par le feu. Les enquêteurs se rendent immédiatement chez Jérôme pour lui montrer cette bague. Peut-être reconnaîtra-t-il l'un des bijoux de sa femme. Quand les gendarmes lui présentent cet élément d'enquête, cette fameuse bague, Jérôme, il est pétrifié et donc il est tellement mal qu'il s'évanouit immédiatement. Il faut lui porter secours. Et en fait, là, il comprend que le corps qui a été retrouvé dans la voiture, encastré dans l'arbre, c'est évidemment le corps de Magali. Il est complètement dévasté. Gaël Tarot, meilleur ami de Magali. Il est vraiment très éploré et au fond du gouffre. Jérôme est anéanti. Son épouse adorée est morte dans l'incendie de sa voiture. Bouleversé, il pense à son fils qui va grandir sans sa maman. Et une autre épreuve l'attend. Il doit maintenant annoncer la terrible nouvelle à la famille de Magali. C'est lui, à 5h30 de l'après-midi, qui m'a appelé sur mon portable en me disant « On a retrouvé la voiture à Magali, elle est carbonisée dans la voiture ». Pascaline Delaveau, mère de Magali.
Moi, je la voyais brûler vivre dans la voiture. Ah, je me dis, c'est pas possible. Je la voyais se débattre et brûler. C'est le coup de massue sur la tête, quoi. C'est vraiment... Céline Delaveau, sœur de Magali. On comprend pas, quoi. On est vraiment... on est dans un autre monde. On n'arrive pas à comprendre, en fait. On comprend pas. Et je l'imagine en train d'hurler, quoi. De m'appeler maman. Des fois, je pouvais... J'étais pas là-bas. J'ai pas pu l'aider. J'ai pas pu la sauver, quoi. Elle avait que 28 ans. Elle n'entendra jamais son petit lui dire bonne fête maman et l'accompagner la première fois à l'école. Ça aurait été une joie énorme pour elle et elle n'aura jamais entendu ça, jamais. Pascaline gardait l'espoir de retrouver Magali vivante. Maintenant, elle n'a plus qu'une idée en tête, comprendre ce qui a bien pu arriver à sa fille. Pour les gendarmes, c'est une nouvelle enquête qui commence. Et elle va leur réserver bien des surprises. Sur les lieux de l'accident, les experts sont déjà à l'œuvre. Ils examinent la voiture et ses environs, à la recherche du moindre indice qui pourrait leur permettre de comprendre ce qui s'est passé. Même si, à première vue, cela ressemble fort à une banale sortie de route. La configuration est la suivante. On va retrouver ce véhicule à 15-20 mètres en contrebas du début d'un virage qui va être plus ou moins encastré, collé à un arbre et carbonisé. Les routes de l'Ardèche, comme de bien d'autres départements d'ailleurs, Alain Faure, avocat de la défense. sont des routes parfois un petit peu difficiles, en pente, pentues, glissantes, tortueuses. Le nombre de virages est impressionnant. Gaël Tarot, meilleur ami de Magali. C'est des têtes d'épingle, et je sais qu'il pleut en plus cette nuit-là parce que Jérôme me le dit. Et donc c'est quelque chose, une sortie de route est vraiment très 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 paisible. D'autant que Jérôme explique aux gendarmes que Magali n'est pas à l'aise au volant la nuit. Magali est quelqu'un de très peureux et la conduite de nuit est quelque chose qu'elle déteste. Et c'est quelque chose qu'elle fait si elle est contrainte de le faire pour le travail. Magali, c'est pas une conductrice émérite, elle fait pas des rallyes. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc on peut imaginer qu'elle ait paniqué à un moment donné, qu'elle ait raté le coche et qu'elle soit allée directement dans l'arbre. Pourtant, en y regardant de plus près, les experts vont rapidement découvrir des éléments qui fragilisent la thèse de l'accident. Normalement, quand un véhicule fait une sortie de route, on freine. Et donc, il y a des traces de freinage, ça arrache de l'herbe, ça arrache des fourrés, ça arrache ce que vous voulez, mais on voit. Là, le véhicule est à 15-20 mètres en contrebas de la route, et vous pouvez regarder tout le sol, le pré, le champ, la montagne qui précède l'endroit où le véhicule est accidenté. Il n'y a pas de traces de freinage, alors que normalement, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, si c'est un accident, on voit que le véhicule a essayé de freiner. Alors Magali n'aurait même pas tenté de s'arrêter. Pour les enquêteurs, cela n'est pas logique, d'autant qu'ils constatent un nouvel élément saisissant. Ça, c'est encore plus surprenant, c'est que le corps de Magali est retrouvé sur le siège passager. Et ça, évidemment, ça ne manque pas d'interroger les enquêteurs de la gendarmerie, parce que pourquoi la victime est sur le siège passager alors qu'elle était censée être seule au volant? Deux solutions. Soit le corps a été déplacé par la violence du choc, soit ce n'est pas elle qui conduisait. L'enquête prend une tournure mystérieuse. Donc, ça veut dire qu'il y avait un autre conducteur. Pour les gendarmes, c'est une découverte de taille. Mais en examinant de plus près la voiture, ils vont faire une nouvelle constatation. Les enquêteurs vont se rendre compte que le levier de vitesse n'est pas en première, en seconde, en troisième, en quatrième, mais est au point mort. Quand vous avez un accident, que vous allez vous encastrer contre un arbre, la dernière des choses que vous allez faire, c'est mettre le levier de vitesse au point mort. En clair,
si aucune vitesse n'était enclenchée au moment de l'accident, c'est que la voiture a été poussée contre l'arbre par une autre personne. Et si cet accident n'en était pas un? Un dernier élément confirme les doutes des gendarmes. C'est vrai que des voitures incendiées, ça peut arriver. Françoise Delran, avocate des parties civiles. Mais là, c'est un incendie total. La voiture est entièrement calcinée, extérieur, intérieur. C'est pas courant. C'est bizarre. Donc on fait des prélèvements sur la voiture et sur les lieux de l'accident. Et là, c'est la surprise, on découvre en fait qu'il y a des traces d'hydrocarbures. C'est-à-dire, à première vue, ça ne serait pas l'essence qui était contenue dans le réservoir du véhicule qui a déclenché l'incendie, mais de l'hydrocarbure qui aurait été mis sur place par un tiers. Il n'est pas possible que l'incendie en question soit d'origine, entre guillemets, accidentelle. Alors, voilà la thèse des gendarmes. La voiture aurait été aspergée d'essence, ne laissant aucune chance à Magali de s'en sortir vivante. A priori, la jeune femme serait morte prisonnière des flammes. Suite à ces nouvelles constatations, les restes du corps sont envoyés à l'autopsie. Et là encore, les médecins légistes vont faire une découverte capitale pour la suite de l'enquête. On ne trouve pas de traces de fumée dans les poumons de la victime ou ce qu'il en reste. La personne qu'on a retrouvée carbonisée était en fait morte bien avant qu'on y mette le feu. On imagine que le crime a été maquillé, il y a forcément une mise en scène. Pour les gendarmes de l'Ardèche, c'est la confirmation de ce qu'ils redoutaient. Ils sont bien face à un meurtre. Pour la famille de Magali, c'est le coup de massue. On nous a dit que c'était pas un accident, que c'était un crime. Pascaline Delaveau, mère de Magali. C'est quelqu'un qui l'avait sûrement tué. C'est horrible, c'est horrible. C'est le ciel nous tombe dessus, on dit c'est pas nous quoi. On voit ça dans les films. C'est dans les films. Ça peut pas nous arriver à nous, c'est pas notre fille, ça peut pas être vrai quoi. On est complètement perdus, on n'a plus de force, on comprend pas quoi. Qu'est-ce qui a pu faire ça, Magali? Magali qui est si gentille et tout. On s'imagine plein de scénarios en fait. Et ça, c'est terrible. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour les gendarmes, une seule solution. Reprendre toute l'affaire depuis le début. Après ce qu'ils ont découvert sur la voiture, ils savent qu'ils sont face à un meurtrier très organisé, qui a cherché à effacer toutes les traces derrière lui, et qui sera sans doute difficile à confondre. Vu la façon dont le crime a été maquillé, c'est qu'il y a une sorte de mise en scène, on peut se demander si Magali n'avait pas des ennemis, quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir au point de se débarrasser d'elle et de la faire flamber dans un accident de la route un peu mis en scène. Mais ils n'ont pas la moindre piste. Alors les gendarmes refont tout le parcours de Magali, à commencer par le dernier endroit où elle a été vue, la maison du couple. Les enquêteurs, ils vont, et c'est normal, visiter la maison et faire toutes sortes d'investigations dans cette maison. Gaspard Cuénan, avocat des parties civiles. Donc ils vont passer au crible chaque pièce de la maison et la voiture de Jérôme Faye, etc., pour voir si on y retrouve des traces de sang. Il n'y en aura pas. La perquisition ne donne rien. Alors ils demandent à Jérôme le détail de la soirée qui a précédé la disparition de sa femme. Jérôme affirme être resté à la maison alors que Magali était partie garder les enfants du médecin. En fait, il a quand même un alibi en béton armé. Toute cette fameuse nuit où Magali a disparu, il était près du gamin quand il a passé tous les coups de fil à la famille en pleine nuit, affolé. Il a même pris le gamin quand il est parti chez la femme médecin voir si Magali, par hasard, était pas sur place. Jérôme était vraiment paniqué, comme le montrent aussi les messages qu'il a envoyés toute la soirée à sa femme. On a les SMS sur le téléphone du mari qui prouvent l'inquiétude grandissante. Jean-Robert Nguyen Fong, avocat des parties civiles. On a l'appel immédiatement après la gendarmerie, mais bien entendu que les gendarmes ont devant eux
quelqu'un qui a un comportement tout à fait normal. Ça corrobore point par point en fait sa version des faits, donc il est véritablement mis hors de cause à ce moment-là. Alors, qui était avec Magali la fameuse nuit du 13 au 14 novembre ? C'est à ce moment-là que l'enquête bascule. Car Jérôme fait une révélation. Il lance les gendarmes sur une nouvelle piste. Il leur raconte qu'en fait, ce soir-là, elle n'était pas allée chez le médecin, contrairement à ce qu'elle avait annoncé. Le fait qu'elle parte pour garder l'enfant et que ce soit pas vrai finalement. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Il va commencer à dire mais pourquoi elle m'a menti ? Qu'est-ce que ça peut cacher ? Pourquoi on ment à son conjoint ? Quand on ment à son conjoint sur là où on doit se trouver quand on doit être au domicile du couple, c'est peut-être parce qu'on a une relation extra-conjugale. Jérôme ajoute que depuis quelques mois, il avait remarqué un changement d'attitude chez sa femme. Il commençait d'ailleurs à se poser des questions. Il indique donc sur procès-verbal que sa compagne, ces derniers temps, était un petit peu cachotière, qu'elle avait tendance à mettre souvent son téléphone sur silencieux. Ou alors, elle regarde ses SMS, mais dans son coin. Ce couple qui était finalement très ouvert, qui ne se cachait rien, finissait à un moment donné par avoir ses petits secrets. Toutes ces cachotteries finissent par éveiller les soupçons de Jérôme. Et il se demande si Magali n'aurait pas rencontré un autre homme. Donc il commence à raconter que Magali lui parlait beaucoup des internes que recevait le médecin chez qui elle travaillait. Il dit, bizarrement au début elle me parlait beaucoup plus de l'enfant ou de sa patronne. Et là, elle commence à parler des internes. Ils sont plutôt jeunes, plutôt célibataires, donc on connaît un peu la réputation dans le milieu des hôpitaux, et donc ils sont un petit peu coureurs de jupons, comme on dit. Et ils parlent très clairement d'un de ces internes dont Magali lui aurait parlé avec un peu des étoiles dans les yeux. Et donc à partir de là, l'amant, le fameux médecin fantôme, devient un peu le suspect numéro 1. La piste est prise au sérieux par les enquêteurs qui échafaudent un premier scénario. On peut imaginer qu'il y a un rendez-vous nocturne sur un parking au bord d'une forêt et qu'après des ébats, il y aurait eu une dispute entre les amants et que l'amant finalement est conduit, aurait décidé de se débarrasser de Magali en la faisant brûler corps et âme dans un faux accident de voiture. Les gendarmes se lancent à la recherche de ce mystérieux amant. Et après avoir retrouvé sa trace, ils le convoquent à la gendarmerie. Les proches de Magali sont aussi convoqués pour savoir s'ils étaient au courant de cette supposée liaison. On va entendre l'interne qui travaillait chez l'employeur de Magali Delaveau et on va essayer de se poser des questions sur son entourage. Mais est-ce qu'elle pouvait avoir un amant ? Moi j'ai dit mais Magali est pas comme ça. Magali si elle va avec quelqu'un d'autre, c'est que la relation aurait été finie. On va tout de suite s'apercevoir que d'une part, il la connaissait pas plus que ça, tout au plus, il a dû la croiser 2-3 fois. Et surtout, le soir des faits, il était vers Lyon, il n'était pas du tout au Chélar. Donc il n'a strictement rien à voir avec ça. Retour à la case départ pour les enquêteurs. Mais alors, où orienter les recherches ? Contre toute attente, Jérôme revient au cœur de l'affaire. Cette fois, c'est la famille de Magali qui livre aux gendarmes une information qui pourrait bien faire basculer l'enquête. L'événement a lieu pendant un repas de famille, quelques jours seulement après la mort de Magali. Jérôme est à table avec sa belle famille. On arrive à ce mercredi. Céline Delaveau, sœur de Magali. On se retrouve tous à table le soir. Et là, on a une petite révélation de la part de Jérôme. Je vais vous dire quelque chose, je corresponds avec une fille depuis 2 mois, on s'envoie texto sur texto, mais c'est qu'une amie. Pascaline Delaveau, mère de Magali. C'est une confidente, c'est tout. Moi j'ai tapé du poing sur la table, j'étais à côté, je dis mais c'est toi qui l'as tué, quoi. Je me suis imaginé tout de suite Magali, il va avec une autre, il aime plus Magali, quoi. C'est un tourbillon là, mon frère part, moi je pars dehors. La famille est sous le choc. Jérôme, le gendre idéal, se serait un peu trop rapidement consolé dans les bras d'une autre. Mais le jeune homme tente de rassurer ses proches. Cette Marjorie n'est qu'une copine, dit-il. Elle ne fait que le soutenir dans son chagrin. Il dit non mais tout ça, il n'y a aucun problème. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
Tout ça est platonique, il ne s'est rien passé, même si vous voulez, je peux vous amener pour vous la présenter, la fameuse Marjorie. En fait, je suis blanc comme neige. Voyez, c'est rien de sale, c'est pas de la trahison. Françoise Delran, avocate des parties civiles. Ça n'a rien à voir. Magali, c'est l'amour de ma vie. Marjorie, c'est quelqu'un qui m'a consolée, c'est une confidente. Et si ce soir il a choisi de leur dire la vérité, c'est par souci d'honnêteté. Il ne voudrait pas que la famille de Magali ne la prenne de la bouche d'un autre. Là, on est dans un petit village, hein. C'est un hameau, cet endroit. Et donc, il a peur que la belle famille la prenne par d'autres que lui-même, que ça jase, que ça cancane et que ça arrive jusqu'aux oreilles de sa belle famille. Et donc, il explique prendre les devants. Il a peut-être eu peur que quelqu'un nous le dise. Donc, bon, tout le monde peut avoir des amis. Hein. Je lui ai même demandé pardon pour l'avoir mal... Parce que je lui ai mal parlé après. Hein. En apprenant ce qu'il s'est passé pendant ce dîner, les gendarmes décident de réinterroger Jérôme. Ils veulent en savoir plus sur ses vraies relations avec Marjorie. Ils vont, à ce moment-là, poser des questions officiellement à Jérôme sur sa relation avec une autre femme et à cette autre femme qui s'appelle Marjorie sur sa relation avec Jérôme. Et ils vont l'un et l'autre dire que c'est tout à fait platonique, rien de sexuel, rien d'intime. En fait, elle confirme point par point, je dirais même mot par mot, ce qu'a dit Jérôme. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de feeling entre eux, mais qu'il n'y a rien eu de véritablement sentimental entre eux. Pour les gendarmes, les déclarations de Jérôme et Marjorie concordent. Mais le fait d'avoir caché l'existence de cette amitié très proche durant 2 mois éveille un peu les soupçons des enquêteurs. Jérôme aurait-il d'autres secrets inavouables? Ça fait pas de lui un criminel. C'est quand même curieux. C'est pas anodin. Donc à partir de là, le fait qu'il ait une confidente, qu'il ait son jardin secret sans forcément aller plus loin, pour les enquêteurs c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être il y avait quelque chose au sein du couple. Alors, les gendarmes se penchent sur la vie privée de Jérôme et Magali. Et rapidement, ils vont se rendre compte que tout n'était pas si rose entre eux. L'image du couple idéal se fissure. Et ces nouvelles révélations vont intéresser les gendarmes au plus haut point. Les enquêteurs vont découvrir, au fil des auditions, que le couple Magali-Jérôme n'était pas si idyllique que ce qu'on a bien voulu leur décrire. Jérôme explique que depuis que le petit est né, sa femme est plus une jeune maman qu'une épouse. Jérôme ne supportait pas... il disait toujours « mais tu t'occupes pas de moi ». Il était jaloux de l'amour qu'il portait pour son fils. Et à partir de l'instant... Guillaume Faure, avocat de la défense. Où Magali Delaveau a détourné son regard de lui, cela l'a profondément insécurisé. Le couple battait de l'aile et les conflits devenaient de plus en plus fréquents. On a vu vraiment une tension dans le couple. Gaël Tarot, meilleur ami de Magali. Sur des regards, sur des réflexions qui pouvaient se faire entre les deux, c'était assez violent. Jamais d'accord sur rien. Dès que Magali voulait faire quelque chose, Jérôme la contredisait. En public, il la maltraite un peu. C'est-à-dire, il la rabaisse. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est pas bien ce qu'elle fait, mais voilà, elle sait jamais faire les choses. Avec le gamin, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Je me dis, mais pourquoi qu'il lui parle comme ça, quoi? Enfin, elle lui répondait, mais je voyais à ses yeux que ça lui faisait pas plaisir du tout. Hein. Ça faisait même peur. 1 mois après la mort de Magali, les gendarmes font de nouvelles découvertes. En interrogeant le médecin qui employait Magali, ils vont en apprendre encore davantage. Un jour qu'elle était venue pour garder les enfants, Magali lui avait raconté avoir vécu une violente dispute. Un jour, Magali a fait cette confidence à cette femme médecin, c'est qu'il y avait eu une scène qui l'avait un peu traumatisée à la maison, c'est qu'un jour, Jérôme s'était énervé, qu'il avait tapé contre les murs et qu'il avait eu un accès de violence verbale. Il n'y avait pas eu de coups ou de choses comme ça, mais en fait, elle avait été un peu glacée par ce moment-là. Magali racontant ça, quelle est la suite? C'est-à-dire, on tape dans le mur et puis après, on tape sa femme. C'est une question
question que le médecin va se poser. Il n'y a pas la moindre trace de violence physique, il n'y en a jamais eu. Alain Faure, avocat de la défense. Que parfois il ait eu des accès de nervosité, ça c'est possible. Enfin, j'aimerais bien savoir dans quel couple qui vit ensemble depuis 6 ans, il n'y aurait pas parfois un accès de nervosité. Mais je crois que le médecin va avoir un doute sur des violences, en tout cas verbales, qu'elle aurait subies. C'était une jeune femme qui n'était pas heureuse. Et donc le portrait de gendre idéal, de type gentil de Jérôme va commencer un petit peu à s'effilocher à ce stade-là, parce que les gendarmes vont se demander si le ver n'était pas dans la pomme au sein du couple. Les enquêteurs échafaudent alors une nouvelle hypothèse. Si Jérôme se sentait délaissé par sa femme, la fameuse Marjorie pourrait bien être plus qu'une simple confidente. Et si ces deux-là étaient devenus amants, ils auraient pu vouloir se débarrasser d'une épouse gênante. Les enquêteurs vont quand même se poser la question de la force de ce triangle amoureux. Parce que dans tout triangle amoureux, il y en a toujours un qui gêne. C'est-à-dire, on va se poser la question pour savoir s'il n'y a pas eu projet criminel. Mais est-ce qu'effectivement, ça ne serait pas le mobile d'un meurtre possible? Mais les gendarmes doivent maintenant trouver des preuves pour étayer leur hypothèse. Alors ils placent les deux amis sur écoute et ils vont passer au crible leur conversation. Mais en vain. Manifestement, il joue pas double jeu. Gaspard Quénan, avocat des parties civiles. Il est sincère dans sa peine, il est sincère dans son deuil, il est sincère dans sa souffrance, il est sincère dans ses interrogations. Qui a tué ma femme? Il dit à Marjorie que si lui retrouve le coupable, il lui prédit un avenir très sombre. Sur les centaines de conversations qui ont été entendues, il n'y a pas l'ombre d'un élément qui laisse à penser que ce type a pu faire du mal à sa femme. Rien. Il n'y a absolument rien qui relie Jérôme et Marjorie au crime. 2 mois après la découverte du corps carbonisé dans la voiture, les gendarmes sont dans l'impasse. De son côté, la famille de Magali affronte une nouvelle épreuve. Le 5 janvier 2015, les obsèques de la jeune mère de famille sont célébrées. Au Chélar, elle a eu un bel hommage des amis, des gens qui connaissaient là-bas. Céline Delaveau, sœur de Magali. Et elle en a eu un autre à l'Île-Dieu après. C'est douloureux. Je garde ma colère. Moi, j'aurais voulu embrasser ma fille. Pascaline Delaveau, mère de Magali. J'aurais voulu l'embrasser, ma fille. L'embrasser, la serrer dans mes bras. Sur ce cercueil, il y a des plombs et vous voyez le sceau de la justice dessus. Gaël Tarot, meilleur ami de Magali. Et ça, c'est... Enfin, vous vous dites, mais... Enfin, c'est pas possible, en fait. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qu'il faut résoudre. Et ça, c'est absolument insoutenable. Malgré l'échec des écoutes, les gendarmes ont encore une carte à jouer. L'analyse des relevés téléphoniques de Jérôme et de Marjorie. Et ce qu'ils vont découvrir va complètement relancer l'enquête. On se rend compte de quelque chose d'assez étonnant, c'est que sur le mois qui précédait le crime, la mort de Magali... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Marjorie et Jérôme ont échangé jusqu'à 4800 messages textos dans le mois. Il échange 10 fois plus avec sa maîtresse qu'avec sa propre femme. Les gendarmes savent. Jean-Robert Nguyen Fong, avocat des parties civiles. Que 4850 connexions téléphoniques en un mois, cela ne peut pas être purement un besoin de confidence ou de parler à quelqu'un.
Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. Jérôme et Marjorie sont bien plus proches qu'ils ne l'ont affirmé. Et en poursuivant les investigations sur la géolocalisation de leur portable, ils vont découvrir d'autres preuves accablantes. Ils se sont vus régulièrement ces derniers mois et toujours à l'abri des regards. L'étau se resserre sur Jérôme et Marjorie. Et là, on se rend compte de quelque chose d'encore plus surprenant que les 4800 messages échangés, c'est que les téléphones, ils bornent au même endroit, dans des endroits isolés, genre près d'un parking, le long d'un bois, ou dans un endroit un petit peu reculé. Donc ça sent un petit peu le rendez-vous secret extra-conjugal. Finalement, leur relation, elle n'est pas si virtuelle que ça. Ils se voient beaucoup. Et ils se voient longuement parfois. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Si bien que, à un moment donné, eux, qui jurent leurs grands yeux n'avoir pas couché ensemble, ils sont quasi trahis par leur téléphonie. C'est terrible. Donc, il y a mensonge sur toute la ligne. Françoise Delran, avocate des parties civiles. Et à partir du moment où Jérôme, et ça c'est la science qui le dit, ment sur un point, ils vont s'interroger de savoir jusqu'où ment-il. Jérôme et Marjorie pourraient-ils cacher d'autres secrets ? En creusant cette piste, les gendarmes découvrent que le soir du drame, Jérôme et Marjorie se sont parlé au téléphone pendant 13 minutes. Donc à partir de là, tout peut s'imaginer. Qu'ils aient imaginé le crime ensemble, pourquoi pas. Ce coup de fil de 13 minutes avant le passage à l'acte pose question. Est-ce qu'on n'a pas affaire à une sorte de couple diabolique qui aurait en fait éliminé au terme d'un scénario digne d'un polar la femme légitime? Et là, véritablement, la piste de la maîtresse et du compagnon, c'est devenu la priorité absolue des enquêteurs à ce stade-là. Les gendarmes ont enfin un mobile. Si Jérôme et Marjorie étaient amants, ils auraient très bien pu vouloir supprimer Magali pour vivre leur amour au grand jour. Alors, le 16 mars 2015, 4 mois après le drame, les enquêteurs placent leurs 2 suspects en garde à vue. Mais ils n'ont que des soupçons, aucune preuve formelle. Alors ils vont tout faire pour obtenir des aveux. Et pour cela, ils ont une stratégie. Les interrogatoires commencent dans 2 salles différentes et en même temps. Et là, ils vont être mis face à leurs mensonges. Le premier de leurs mensonges, en fait, c'est la nature de leur relation. C'est-à-dire, on va tout de suite leur dire, non, vous avez couché ensemble. Et ils vont devoir le confirmer. Jérôme va faire un peu l'innocent. Il va dire que le grand amour de sa vie, ça reste Magali. Et là, les enquêteurs sont face à un homme qui avait l'air un peu déchiré entre sa compagne légitime et cette relation extra-conjugale. Mais surtout, Jérôme continue d'affirmer qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de sa femme. Alors les enquêteurs changent leur fusil d'épaule et mettent la pression sur Marjorie. Elle va être rapidement déstabilisée, Marjorie, par la lecture de ses bornages, de ses SMS, etc. Donc là, à un moment donné, elle va être obligée d'en raconter un peu plus sur sa relation avec Jérôme. Elle va reconnaître qu'elle a menti parce que il lui a demandé de pas le dire. Elle reconnaît qu'ils ont couché ensemble. Elle va se montrer de plus en plus disert et raconter cette relation. C'est une relation où, quand même, Jérôme a envie de refaire sa vie avec elle. Il lui promet quasiment le mariage. Il lui promet un enfant. Il parle de ça. Il va jusque-là, lui. L'enquête fait un grand pas en avant. Marjorie reconnaît enfin sa liaison avec Jérôme. Elle admet qu'ils avaient des projets ensemble. Mais en ce qui concerne la nuit du drame, elle nie en bloc. Elle n'était pas avec Jérôme et elle peut le prouver. Le soir des faits, elle était à la salle de sport, elle est rentrée chez elle. Gaspard Cuénan, avocat des parties civiles. Elle a été vue par un témoin. Pour les gendarmes, Marjorie n'est au courant de rien. Elle est mise hors de cause. Alors ils se focalisent de nouveau sur Jérôme. Cela fait maintenant 10 heures qu'ils l'interrogent. Mais Jérôme ne lâche rien. Non, ce n'est pas lui qui a tué Magali, clame-t-il aux gendarmes. Mais en fait, ce qu'il ne sait pas, Jérôme, c'est que les enquêteurs ont gardé dans leur manche un élément déterminant. Ils lui sortent le bornage de son téléphone. Et son bornage raconte quelque chose de terrible, c'est que le soir du meurtre, son propre téléphone borne à l'endroit de la voiture de sa femme. En clair,
Jérôme était à 22h25 au moment du drame sur les lieux de l'accident. Il pourrait donc être le mystérieux conducteur, celui qui a précipité la voiture de sa femme contre l'arbre. Avec cet élément accablant, les enquêteurs espèrent bien le faire avouer. Monsieur, vous étiez chez vous le soir des faits? Oui. Alors comment ça se fait que votre téléphone est borné à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres de chez vous, comme par hasard à l'endroit où on a retrouvé le corps de la victime? Et au bout d'un moment, Jérôme Faille, il est acculé par l'ensemble des éléments qui viennent lui faire comprendre que sa version, elle tiendra pas très longtemps. Poussé dans ses derniers retranchements, Jérôme finit par craquer. Donc là, Jérôme fait des aveux complets et assez glaçants. Pour les gendarmes, c'est l'aboutissement de 4 mois d'enquête. Reste à savoir maintenant dans quelles circonstances Magali a été tuée. Face aux enquêteurs, Jérôme donne sa version des faits. Il raconte en détail ce qui se serait passé la nuit du drame. Il explique qu'ils avaient couché l'enfant et que d'un coup, une dispute a éclaté sur l'éducation de l'enfant. Pour ne pas réveiller le petit, ils vont ensemble descendre au garage pour continuer à se disputer. Magali Delaveau lui aurait dit des choses qu'il voulait peut-être pas entendre. Alors pour la faire taire, il a mis sa main sur sa bouche. Elle a essayé de lui échapper. Il va la rattraper, il va la replaquer contre lui. De nouveau la main sur la bouche, elle va se débattre. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est positionné derrière elle, qu'il l'a saisie par la bouche et qu'il l'a étouffée. Il explique que Magali lui aurait dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Et il dit qu'il lui a répondu « Rien, je t'aime », en même temps qu'il la tue. Magali a tenté d'échapper à l'emprise de son mari, mais il l'a étouffée. Elle s'effondre, morte, à ses pieds. Jérôme Faille, il se retrouve face à sa femme, par terre. Il est complètement perdu. Pendant une demi-heure... Jean-Robert Nguyen Phong, avocat des parties civiles. Il pleure sur le cadavre de Magali qu'ils viennent de tuer. Dans la tête, il y a tout qui passe à la fois. Alain Faure, avocat de la défense. Est-ce que je dois appeler les gendarmes? Est-ce que je dois me rendre? Est-ce que je dois laisser abandonner Oui, qu'il n'aura plus de mère, qu'il n'aura plus de père. Est-ce que je dois me suicider? Face aux gendarmes, Jérôme explique qu'il a perdu pied et que c'est pour cela qu'il n'a pas prévenu les secours. Ensuite, terrassé, il n'aurait pensé qu'à une seule chose, se suicider. Il charge alors des bidons d'essence dans le coffre de la voiture. Il va charger. C'est terrible, mais il n'y a pas d'autre mot. Le corps de Magali dans sa voiture, et il va trouver un endroit où il pourra se donner la mort à ses côtés. Il est 22h quand il prend la route. À 3 km au-dessus de leur maison, il trouve un chemin isolé. Il encastre la voiture contre un arbre, puis asperge d'essence le véhicule. Il sort une allumette, prêt à la faire craquer, mais finalement il décide de ne pas se suicider. Il dit, ce qui l'en empêche, c'est de penser au petit qui dort seul en ce moment dans la maison. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Comment faire pour qu'il ne soit pas seul à son réveil? Il va partir, laisser le corps brûlé, et il va partir à pied dans la montagne pour rejoindre son domicile et son enfant qui dort. C'est là qu'il aurait réalisé la portée de son geste et qu'il aurait décidé de maquiller son crime en accident. Il envoie des messages sur le portable de Magali pour faire croire à tout le monde qu'il ne savait pas où elle se trouvait. Puis, il appelle la mère et la sœur de sa femme, va chez le médecin et enfin se rend chez les gendarmes pour signaler sa disparition. À la suite de ses aveux, Jérôme est mis en examen pour meurtre sur sa conjointe et emprisonné à Valence. Quand elle apprend la nouvelle, Pascaline, la mère de Magali, s'effondre. Il a brûlé son corps, quoi, c'est ça. De quel droit on brûle un corps, quoi, enfin... Et ça, c'est... Pascaline Delaveau, mère de Magali. C'est une chose que je lui pardonnerai, je pourrais jamais lui pardonner. Et dire qu'il rigolait avec nous pendant 4 mois, il faisait comme...
Ah non, c'est pas pardonnable ce qu'il a fait, c'est pas pardonnable. Les gendarmes non plus ne sont pas satisfaits de sa déposition. Ils se rendent compte que certains détails ne collent pas, en particulier son histoire de tentative de suicide. Il leur a affirmé qu'il n'avait pas son portable avec lui sur les lieux du drame, et c'est faux. Il dit qu'il n'a pas pu se suicider parce qu'il n'a pas pu prévenir les voisins pour qu'ils aillent s'occuper de l'enfant qui dormait seul à la maison. Françoise Delrand, avocate des parties civiles. Parce qu'il avait oublié son téléphone à la maison. On sait que son téléphone est allé se promener avec lui sur les lieux de l'incendie. Il a menti. Non seulement Jérôme avait bien son téléphone sur lui, mais en plus, il s'en est servi pour envoyer des SMS à Magali dès 21h15. Pour les enquêteurs, c'est clair, alors que la voiture de sa femme est encore en train de brûler, il tente simplement de se construire un alibi. Jérôme Faille dira que quand sa femme est tombée morte devant lui, Gaspard Quénan, avocat des parties civiles. Il s'est effondré en pleurs, en pensant à se suicider avec elle. Mais c'est complètement faux. Parce que Jérôme Faille, pendant que Magali est à côté de lui, en train d'agoniser, de mourir, il est déjà occupé à lui envoyer un SMS. Bon courage pour le travail, mon cœur, lol. On voit qu'il est quand même plus occupé à préparer sa future défense. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Qu'à se soucier de l'état de sa femme. Dans les minutes qui suivent son geste, son crime, il est déjà en train de réfléchir à la façon dont il va faire pour échapper aux soupçons des enquêteurs. Face à un tel sang-froid, les gendarmes s'interrogent. Jérôme n'aurait-il pas, en fait, prémédité son geste depuis longtemps ? Est-ce que c'est un assassinat mûrement réfléchi et des choses le laissent penser. Le fait qu'il ait très très rapidement réagi, déplacé le corps, menti à tout le monde, monté un stratagème en un temps quasi record. Est-ce que cet homme-là, qui avait l'air tout à fait gentil, le mari idéal, n'aurait pas tout manigancé, tout orchestré pour en faire un scénario mais totalement machiavélique de bout en bout? Non, pour moi, Jérôme Faille n'est pas un meurtrier. Alain Faure, avocat de la défense. Bien entendu qu'il n'est pas un assassin, mais il n'est même pas un meurtrier. Il est un homme, effectivement, qui a exercé des violences. Et ces violences ont entraîné la mort. Mais il n'avait pas l'intention de la donner. Alors, meurtre prémédité ou dispute qui aurait mal tourné, ce sera au jury de trancher. Après 2 ans d'enquête, Jérôme est renvoyé aux assises pour meurtre. Le 31 mai 2018, 3 ans et demi après la mort de Magali, le procès s'ouvre au tribunal de Privas. Toute sa famille est là, face à Jérôme, son meurtrier. Que justice soit faite, qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Lui, il est toujours vivant, ma fille est au fond d'un trou et je la reverrai jamais. Elle me manque terriblement. Au cœur des débats, un enjeu de taille. Si Jérôme apparaît comme un meurtrier calculateur, il encourt jusqu'à 30 ans de prison. Si les jurés considèrent que c'est un geste fatal, mais qui n'était pas prémédité, la peine pourrait être beaucoup moins lourde. L'audience démarre, la cour n'apprend rien de nouveau, et au 3e jour de débat, coup de théâtre. Les avocats de l'accusé brandissent une expertise médicale qui pourrait faire basculer le procès. L'autopsie du corps calciné a révélé un élément clé. Magali souffrait d'une malformation du cœur. Et des analyses fournies par la défense démontreraient que la jeune femme n'est pas morte des mains de Jérôme. Sous le stress, elle serait décédée d'un accident cardiaque et non d'un geste criminel. Le médecin expert a pu expliquer de manière la plus claire, la plus limpide. Guillaume Faure, avocat de la défense.
que le décès est occasionné par le stress intense qu'a vécu Magali Delaveau à cet instant-là, stress intense qui a permis de faire rompre la coronaire et qui a occasionné la mort de Magali Delaveau. Si c'est le cas, Jérôme pourrait voir toutes les accusations de meurtre contre lui s'effondrer. L'audience est suspendue. La famille de Magali ne cache pas sa colère. Pour elle, Jérôme cherche tout simplement à nier son geste criminel. Finalement, Jérôme continue à mentir sur la vérité et de faire passer la mort de ma sœur sur soi-disant un problème cardiaque. Céline Delaveau, sœur de Magali. Donc c'est décevant en fait, il assume même pas ce qu'il a fait. Et ça c'est insoutenable parce que c'est elle qui a demandé à le brûler après, c'est elle qui lui a dit va me brûler après. Le procès reprend et les avocats de la famille contre-attaquent. Eux aussi ont des arguments de poids. Ils misent tout sur les SMS envoyés par Jérôme alors qu'il venait tout juste de tuer Magali. La salle d'audience retient son souffle. Nous avons tous mis particulièrement l'accent sur les textos qu'il a envoyés, les SMS qu'il a pu envoyer. Françoise Delran, avocate des parties civiles. Il y a le premier qu'il a envoyé avec l'expression LOL, particulièrement comique à la fin. Imaginez l'état d'esprit qu'il faut avoir, le cynisme qu'il faut avoir pour envoyer ça. Mais il y avait un deuxième texto où là on sait qu'elle est morte, on sait qu'il est sur les lieux de la crémation dans la montagne quand il envoie ce texto. Et les termes du texto, il y a à un moment, il indique qu'il a fait du vélo, qu'il a vomi, qu'il a eu un coup de chaud. Il vient d'allumer l'incendie, de brûler le corps de sa femme et il envoie un texto en lui disant « j'ai eu un coup de chaud ». Je trouve ça d'une monstruosité particulière. Dans son réquisitoire, le procureur est intraitable. Pour lui, Jérôme Faille n'a pas de circonstances atténuantes. Il réclame donc 30 ans de réclusion criminelle. Mais les jurés pourraient se montrer plus cléments s'ils retenaient l'hypothèse de la crise cardiaque. Après 4 jours de débat, il se retire pour délibérer. La famille est secouée par cet ultime rebondissement et appréhende le verdict. L'attente est insoutenable. 4 heures plus tard, le verdict tombe. Jérôme est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Il est aussi déchu de ses droits parentaux. La justice a bien fait son travail et ouf, ça ramènera pas ma fille, c'est sûr. On la reverra plus, mais bon, il faut qu'il soit puni et la justice a bien fait son travail, on est satisfait tout le monde. Je pleure pas de tristesse, je pleure de bonheur en fait. Là, c'est vraiment... ouais. C'était tellement dur, ces 3 ans et demi à supporter avec tellement de colère qu'aujourd'hui là, on peut souffler et être content de toute cette bataille. Jérôme n'a pas fait appel de sa condamnation. Son fils vit désormais chez Céline, la sœur de Magali. Soulagée par le verdict, la famille peut faire son deuil et se tourne maintenant vers l'avenir. Le bonheur de voir l'enfant de Magali grandir à leur côté. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.